plein de choses à dire et c'est un plaisir d'avoir un Strasbourgeois pour échanger. Voilà. Et oui, on a trois experts auxerrois et deux experts strasbourgeois ce soir. Bonsoir à tous dans le chat, installez-vous confortablement. Kevin, première apparition, aussi quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à échanger sur les réseaux sociaux. Comment ça va, Kevin? Bon, ça va bien. Une bonne année à tous et ouais, on débute pas trop bien la saison, mais je pense que ça va aller mieux après, quoi. Bah, espérons qu'on arrive à choper des points à domicile des vendredis soirs, on y reviendra. Et pour finir le quatuor, connu aussi de l'émission, si vous le reconnaissez pas, c'est Julien avec qui on avait partagé l'émission pour présenter l'Asso Koulibaly cet été, expert des championnats nordiques notamment et supporter strasbourgeois. Julien, comment ça va? Ouais, bah nickel. Merci à toi d'avoir pensé à moi pour ce petit débrief. Bah écoute, avec plaisir, c'était une évidence pour moi. On va quand même parler du match pour commencer, mais je vous l'ai dit, une petite ligne qui s'est ajoutée au programme, le retour du Prince, Noah Massengo qui a fait son retour à la JOCR pour 6 mois en prêt avec une option d'achat. On y reviendra dans une deuxième partie pour commencer le match. Et petite mise en contexte, comme vous le savez, côté adverse, avec Julien ce soir côté Strasbourg. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Racing cette saison et plus particulièrement la forme avant la trêve et les fêtes de fin d'année? Ouais, alors je dirais que pour Racing, une saison spéciale, que ce soit sur le terrain et en dehors des terrains, avec voilà, tout ce qui s'est passé avec le rachat, il y a quelques temps maintenant avec Blocco, beaucoup de tensions déjà autour des supporters. Les supporters, pour ceux qui étaient au stade ou qui ont regardé les matchs, j'ai peut-être pu voir avec déjà les 15 minutes de Ouais. trêve, de grève des supporters du COP. Donc voilà, déjà une saison un peu spéciale, déjà en dehors des tribunes, avec beaucoup voilà, de tensions déjà entre le coach qui se plaint aussi de ces 15 minutes de silence, des joueurs aussi qui sentent les tensions, et sur le terrain aussi, un jeu qui est aussi entre du stérile au milieu de terrain et du très beau jeu qu'on a pu voir sur certains matchs. Et au final, on arrive à une 10e, 13e place qui, par rapport au budget dépensé durant l'été, même l'année d'avant, qui et même aussi le jeu proposé par Liam Rossignol, un jeune coach qu'au prime abord on trouvait vraiment très intéressant, qui peut paraître un peu décevante. Après, à remettre dans le contexte avec beaucoup de jeunesse, voilà, on peut se dire qu'une 10e, 13e place, c'est quelque chose d'intéressant, mais voilà, en tant que supporter, j'ai l'impression qu'en globalité, on s'attend à mieux. On est passé par une période assez compliquée, vers novembre, octobre, début décembre, pour là revenir avec la fin d'année, comme un peu on a fait l'an dernier aussi, on a parti avec 2 victoires de suite, donc 3-0 contre Le Havre et 3-0 contre Calais en coupe. Donc ils nous ont fait du bien avant la trêve pour après voilà, revenir contre Auxerre, mais avec quand même des incertitudes. Parce que voilà, on est dans une équipe qui ne connaît pas encore trop son dispositif. On est repassé en 4-4-2, on était en 4-3-3, 4-2-3-1. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Une charnière qui est toujours à définir, mais surtout un retour voilà, d'Emega qui a fait beaucoup de bien sur ces 2 matchs, voilà, parce qu'on a remarqué que depuis que Emega est de retour, et quand Emega est là, le Racing performe, et quand il n'est pas là, c'est les moments où on a perdu 4 matchs de suite. Donc voilà, durant on est arrivé au match d'Auxerre où moi en tant que fan, je ne sais pas trop où me positionner par rapport au match. On voit Auxerre qui est capable face à des gros de performer. Bon, je ne considère pas le Racing comme un gros, mais qui peut aussi faire des bonnes performances. Donc on ne savait pas trop. On s'était dit bon, où est-ce qu'on va aller? On ne sait pas trop. Mais bon, au final, on s'en sort plutôt bien. Mais voilà, on était de base sur un peu voilà dans le flou. Ouais, forcément dans le flou, puisque deux équipes relativement proches au classement. Dans le budget, pas du tout, mais finalement sur les résultats, pour le moment, c'est relativement proche. Le Racing aussi, que tu as dit, qu'avait enchaîné une série de défaites, plus qu'à regagner avant la trêve, avant les fêtes de fin d'année. Juste avant de terminer la mise en contexte, Julien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la compo dimanche? Est-ce qu'il y a des absents majeurs? Ouais, alors au niveau des absents, le Racing, il y avait pas mal d'absents au début de saison, ce qui fait qu'en fait l'effectif qu'on a, je pense qu'il était peut-être l'effectif le plus intéressant en soi au niveau des joueurs qui étaient présents, mais qui avait quand même pas trop les automatismes. Par exemple, la charnière Doucouré-Sarr, c'est une charnière peut-être qu'on a vue 2 fois, 3 fois depuis que Doucouré a été remis en défense. Il y a Sekou Mara qui a été associé, je crois, pour la deuxième fois avec Emega. Bon, Sekou Mara qui est sorti vers la 20e, mais ça restait assez nouveau. Le 4-4-2 qui est, je crois, là, en place depuis 3 matchs. Les seules vraies certitudes restaient vraiment voilà, les 2 ailiers, Nanasi Bakwa, qui eux, pour le coup, sont là depuis le début. Doué, Diguela Doué et Morera de l'autre côté. C'est à peu près voilà, les deux. Meilleurs les ailes, c'était les seuls endroits qui étaient plus ou moins
habitués qu'on a Ouais. pu voir sur voilà, un bon lot de matchs. Le reste, c'est des joueurs et aussi Diarra Santos quand même qui était pas mal présent et Mm. qui est voilà les vraies 2 pièces maîtresses de l'effectif, on va dire. Mais le reste, c'est des pièces qui étaient quand même assez en mouvement tout au long depuis le début de l'année et qui n'étaient pas non plus dans le cœur des fans. C'était pas définitif que ces Ok. personnes soient là, quoi. Ouais, on voit quand même une équipe très jeune, mais avec un potentiel de développement assez fort, hein. On connaît, tu l'as dit en préambule, le projet Blueco, l'appartenance à un groupe. Voilà, c'est une équipe très intéressante avec beaucoup de potentiel, mais qui peine aussi, comme tu l'as dit, à se mettre un peu en place, trouver son 11 type. Côté Auxerre, le 11 type était aussi bien chamboulé. Euh, Simon, si tu veux nous en parler un petit peu, c'est vrai que le groupe d'abord, puis la feuille de match ensuite, le 11 annoncé, c'était, on prédisait une soirée, un après-midi compliqué. Ouais, c'est vrai, on a eu pas mal d'absents et euh, pour moi, l'absent le plus important, c'était Donovan Léon, le gardien. Ah, quand on fait une demi-saison avec un gardien titulaire qui joue tous les matchs, qui était performant et qui était voilà, qui sortait des bons matchs, faire jouer le numéro 2 qui faisait son premier match en Ligue 1, euh, on se doutait que ça allait être un petit peu compliqué pour lui. On n'avait pas non plus Kevin Danois au milieu de terrain qui avait fait jusqu'à présent quasiment tous les matchs titulaires et qui était entre guillemets l'étoile montante de l'équipe depuis le début de saison, l'homme providentiel. Et puis j'oublie qui d'autre. Au chaud? Ocho, Ocho en défense centrale, qui pareil montait en puissance et qui a dû être suppléé par Diomandé qui est en difficulté ces derniers temps. Donc une équipe quand même pas mal amoindrie avec trois joueurs, on peut dire trois joueurs clés habituellement titulaires à des postes clés justement, le défenseur central, le gardien et numéro 6. Donc ouais, il y avait beaucoup de pessimisme avant le match contre Strasbourg et à juste titre parce que on était un petit peu dans l'inconnu et voilà, on sait que nous, la JA, on n'a pas un effectif pléthorique. Et s'il nous manque un ou deux joueurs clés à des postes clés, on peut vite être en difficulté. Et face à une équipe jeune, avec beaucoup de talent, même si on a concédé peu d'occasions en première mi-temps, ben on quitte l'Alsace avec quand même trois buts encaissés. Donc voilà, c'était un match difficile et j'espère que les blessés reviendront rapidement. Ouais, c'est vrai que comme tu le dis, un score, enfin 3-1, on encaisse quand même 3 buts, alors que on va y revenir juste après. La prestation est relativement cohérente, surtout en première mi-temps. Kevin, juste pour finir sur la compo de dimanche, il y a du souci à se faire pour la profondeur de banc quand même. Ouais, je pense que c'est le plus gros point à travailler et qui est négatif parce que tu t'aperçois que, ok, Ducé fait pas un si mauvais match, mine de rien. Il a été plus en vue que Ouzou, je trouve. Diomandé, voilà, je trouve qu'on a été en difficulté sur notre côté gauche et pas forcément sur notre côté droit où il y avait Diomandé. Mm. Euh, mais après, c'est quand tu dois faire des changements, c'était compliqué, quoi. Je veux dire, tu fais rentrer Paul Joly, plus d'over, ok. Bon, ça peut paraître assez habituel, mais derrière, tu as le petit Cissé qui rentre. Je pense que là, vu le score, Pellissier a fait peut-être un petit peu plaisir, même si ça, c'est pas trop son truc, mais à mon avis, il y avait un peu de ça. Ouais, je pense que la profondeur de banc, c'est la vraie inquiétude, quoi. Donc, ouais, c'est comme si tu récupères ces trois joueurs-là, tu peux l'avoir plus ou moins, ta profondeur de banc, mais à mon avis, ouais, il manque deux, trois joueurs. Tu vois plus Ayer depuis un petit moment. J'ai trouvé Sinayoko invisible sur ce match-là. Donc, qui c'est que tu fais rentrer à sa place? Baird, il a trop peu de temps de jeu pour avoir un réel avis. Puis notre fond de jeu, il n'est pas fait pour Baird, en fait. On a un grand qui peut jouer sur, voilà, en point de fixation, mais on met très peu de centres. Voilà, donc c'est compliqué, quoi, sur le banc de touche à faire rentrer des joueurs qui sont performants, quoi.
Ouais, on l'avait dit en début de saison, hein, que sur la qualité, ça allait pêcher, notamment au milieu de terrain, en quantité aussi. Bon, j'ai l'impression que le staff a compris le message, avec notamment le recrutement d'Anno Amasengo, mais c'est vrai que quand on regarde au milieu, effectivement, hein, Djoussé a fait un bien meilleur match que contre Dunkerque, mais derrière, t'as personne pour faire souffler. On sait qu'au milieu, c'est des gros travailleurs, surtout dans un système où ils ont beaucoup de courses à faire, répétition des efforts à la récup. Et finalement, là, t'as personne à faire rentrer. Parlons un petit peu du Racing sur ce match de dimanche et la performance collective. Moi, j'ai trouvé que, en tout cas en première mi-temps, c'est une équipe qui avait été un peu dérangée par la JA Julien. Ouais, bah, première mi-temps stérile. Comme je peux le dire, c'est un des défauts du jeu de Rosseigneur. Parfois, voilà, trop garder la balle, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve que là, le Racing, c'était vraiment le côté où on a la balle, on a la balle. Je crois qu'on est l'équipe qui a le plus, sur la Ligue 1, ou une des équipes qui a fait le plus de passes vers l'arrière ou alors dans son premier tiers. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'est assez vu et qu'on le voit aussi bah, avec les erreurs qu'on peut faire en défense, comme celle de Sarr sur le but au Serrois. Par exemple, voilà, des petites erreurs de défense comme ça qui arrivent et qui arrivent assez fréquemment avec le Racing. C'est choses là qu'on a un peu revu, les mêmes patterns, les mêmes problèmes qu'on a pu voir sur d'autres matchs. Et c'était le gros problème et quelque chose qui a été un peu plus réglé après en deuxième mi-temps, je trouve, avec vraiment le Maréchal qui a pris le rôle ben, qu'on espérait qu'il puisse avoir au Racing, avec plus ce côté ben, déstabilisateur de défense, plus dans la verticalité. Mais oui, non, clairement, la première mi-temps du Racing était pas bonne. Bon, aussi, Auxerre qui a réussi à profiter des problèmes du Racing. Clairement, enfin, nous, enfin, moi, une des choses qui m'a marqué, voilà, c'est la difficulté qu'on a eu à gérer Traoré et Perrin. Mm. Sur le match, j'ai trouvé voilà, qu'on avait quand même eu pas mal de problèmes là-dessus. Et que sans Petrovic, qui a aussi quand même fait un bon match, qu'on aurait pu avoir plus de galères. Enfin, le score aurait pu être plus compliqué pour nous. Donc j'ai trouvé la première mi-temps vraiment galère, deuxième un peu meilleur quand même. Mais voilà, ça reste un match qui était pas des plus simples pour le Racing. Ouais, pourtant, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même, je trouve, tu l'as dit, mais une possession beaucoup de possession. Mais finalement, avec le ballon, beaucoup de ballons, mais quoi en faire? Pourtant, tu as des milieux quand même à l'aise techniquement. Santos, Diarra, tu as le Maréchal qui rentre à la place de Sékou Mara. C'est pas du tout le même profil, mais qui peut apporter justement un peu plus de créativité, une touche à venir chercher les ballons un peu plus bas, touche de créativité, mais finalement il y a un manque ouais, de créativité, de qualité à la création des occasions. Ouais, mais c'est là on a vu qu'il manquait un bon Nanasi Ouais. sur ce match-là. Nanasi, c'est vraiment notre créateur bah, qui habituellement a aussi plus souvent été replacé au poste de Mara. Là, vu que Mara revenait, il y a quand même maintenant cette volonté de tester la doublette Mara et Mega. Ouais. Mais donc, pendant quelques temps, il y avait plutôt Nanasi qui était on va dire, en faux neuf, qui apportait vraiment beaucoup plus dans l'entrejeu. Mais là maintenant, sur l'aile gauche, on le voit un peu moins, peut-être par rapport à avant. Même Bakwa aussi, qu'on a pu voir un peu plus sur d'autres matchs. Là, je dirais que nos ailiers ont été un peu moins performants qu'à l'habitude. Sur les grosses performances qu'on a eues viennent principalement de gros matchs de nos ailiers. Je pense par exemple le meilleur match de la saison, qui vont être peut-être contre Marseille. Il vient principalement du fait que Bakwa et Nanasi ont peut-être fait leur meilleur match de la saison. Et là, on Et, les a clairement pas assez vus. et le positionnement de Nanasi, est-ce que c'est depuis le début de saison, ce positionnement plutôt, tu l'as dit, sur le côté, lui qui a peut-être plutôt des qualités pour jouer en 10, tu me dis si je me trompe, mais peut-être plutôt dans le cœur du jeu? Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu un joueur qui peut être mis un peu partout en attaque et va performer. De base, c'est un joueur qui est plus quand même, enfin, on l'a recruté vraiment en tant qu'ailier, Ok. qui a été testé, voilà, plutôt. Après aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il a déjà une saison dans les jambes en Suède. Ouais. Donc là, il revient avec, voilà, enfin, avec déjà pas mal de matchs. Je pense que ça joue aussi. Mais voilà, c'est un joueur que habituellement, voilà, on a un peu plus vu au centre et qu'on a vu un peu mieux performer. Après, ça n'empêche voilà, qu'il soit sur l'aile gauche ou au centre, c'est notre meilleur créateur, c'est le meilleur joueur selon moi. Donc voilà quoi. Mais là, on a clairement vu un moins bon match de sa part. Et de Sarr aussi, qui, mine de rien, était peut-être notre défenseur le plus solide. C'était notre seul défenseur central à pas avoir fait une erreur à amener un but. Donc Ok. là, il l'a fait contre vous. Mais si tous les autres ont fait des bourdes, lui, c'était le seul à pas en avoir encore fait une. Donc voilà quoi. Bon, on reviendra après sur les performances individuelles, mais c'est vrai que ça, je l'ai trouvé en tout cas bien dérangé à la relance. Après, tu nous diras si c'est habituel ou si c'est sur ce match-là. Après, un jour sans, ça peut arriver. Parlons un petit peu de la GIA. Comme je le disais un peu avant, Simon, c'est une prestation plutôt cohérente. Moi, je trouve surtout en première mi-temps, j'ai pas trouvé une équipe.
vraiment à la rue, comme on avait pu voir sur certaines prestations à l'extérieur. Alors, Ouais. sans parler du début de saison, mais même contre Toulouse, où on sent vraiment une équipe en manque d'idées, en manque de cohérence, manque de solidité. Là, sur le match contre Strasbourg, c'est largement plus cohérent, je trouve. Ouais, la première mi-temps, ce qui met, je pense, un petit coup sur la tête de nos joueurs, c'est le penalty Ouais. juste avant la pause. Bon, je trouve que la faute est quand même légère. Et en même temps, Akpa n'est pas censé remettre de la Ouais. tête un ballon dangereux comme ça pour Joubal, qui faisait un match parfait jusqu'à maintenant, Ouais. enfin, jusqu'à cette petite faute-là. Mais c'est rageant parce qu'en fait, Strasbourg, sur la première mi-temps, ils ont presque rien. Ils ont ce mauvais coup, enfin cette mauvaise action mal jouée en tout début de match où il me semble que c'est Mara qui est sur un côté, qu'il a plus qu'à centrer dans l'axe, un joueur qui était tout seul. Il tire alors qu'il y avait, je crois, Emega qui était tout seul. Ouais. Là, ça aurait pu faire 1-0 au bout de 2 minutes. Mais hormis ça, en fait, on n'a pas tremblé. On a eu les occasions les plus franches. Je repense à un centre en retrait sur Traoré qui est seul au 6 mètres, qui tire à 10 mètres au-dessus, mais il doit cadrer. Il se rattrape un peu après en mettant le but. Mais enfin voilà, c'est vrai qu'on faisait une première mi-temps très cohérente. Les Strasbourgeois étaient peu dangereux. Ils avaient la balle, mais je trouve que c'était très stérile, très lent, peu de mouvement. On les contenait bien. Et puis bah, il y a ce fait de jeu qui change tout, qui fait un peu mal à la tête. Et puis voilà, après, en deuxième mi-temps, on n'a pas forcément retrouvé le même pressing. Alors forcément, avec la fatigue, euh, on était un peu plus en difficulté avec la jeunesse strasbourgeoise et leurs mouvements. Mais voilà, je pense qu'à 30 secondes près, si on tient le 1-0 à la pause, il y a peut-être quelque chose à aller chercher Ouais. de mieux qu'un 3-1 à la 90e minute, au Ouais, ouais, final. je suis d'accord. Kevin, tu nous rejoins sur ce sentiment du penalty. Léger, effectivement, toute fin de première mi-temps. Si on revient avec un but d'avance de la pause des vestiaires, c'est un match différent. Ouais, de toute façon, un match différent, on peut jamais trop savoir, mais forcément, on dit toujours qu'un but juste avant la mi-temps, c'est le pire moment. Enfin, tu as deux périodes, hein, juste au début du match et juste tout à la fin. Donc psychologiquement, c'est sûr que quand tu rentres au vestiaire, quand tu mènes 1-0 ou que tu viens d'en prendre un, surtout sur penalty, ça change tout, quoi. Psychologiquement, tu cogites beaucoup plus, tu as des doutes, alors que si tu rentres à 1-0, tu te sens fort et c'est l'adversaire qui doute parce que les solutions, ils les auraient le coach de Strasbourg ou les joueurs, auraient eu du mal à se dire: «Putain, mais on trouve pas les solutions». Donc psychologiquement, forcément, ça a tout s'est inversé et et c'est là où quand tu reprends la seconde période, tu sais que Strasbourg va vouloir pousser parce que, bah, ils viennent d'égaliser Mm. et toi, tu vas être un peu plus sur le reculoir, ce qui s'est clairement vu en fait, jusqu'à plus de la moitié de la seconde période. Sur la première période, moi, au bout de 6 minutes, on prend quand même moi, c'est ça, je me le suis noté, au moment du match, on prend quand même, 2 balles dans notre dos. 2 ballons dans notre dos côté gauche entre Akpa et Mensah et si on s'aperçoit le penalty arrive de la même Ouais. manière. C'est-à-dire que Akpa et Mensah sont hauts alors que Djoubal est plutôt bas avec Diomandé et du coup le joueur, strasbourgeois n'est pas hors jeu. Il rentre dans la surface et alors après, ouais, Akpa doit pas mettre cette tête-là, il doit au moins la mettre en corner. Le penalty, pour moi, il y a pas péno, mais là, je disais à mon fils, il va siffler forcément penalty parce qu'il a sifflé trop tôt. Donc il va compenser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'attaquant strasbourgeois bute un peu dans la terre au moment. Enfin voilà, c'est léger, mais il siffle trop tôt l'arbitre. Et il voit bien que les Strasbourgeois ont marqué juste derrière et que s'il siffle pas, il y a but, quoi. Mm. Donc dans tous les cas, je pense que voilà. Donc après, moi ce que je vois, c'est surtout que le but arrive sur des choses qui ont été ouais, que Strasbourg avait trouvé une faille chez nous dès le début du match, en fait. Même si le reste du temps, c'était stérile. Je trouve que notre fin de première période, on a eu aussi moins de maîtrise technique. On balançait beaucoup plus. On avait beaucoup plus de mal à garder le ballon, notamment avec Perrin et Traoré.
Et du coup, ça revenait un peu plus, quoi. Donc, ouais, forcément, l'égalisation, elle fait mal, quoi. Elle fait mal. Et puis après, on prend 3 buts sur 3 erreurs individuelles, quoi. Et là, tu le payes cash, quoi. Ouais, c'est ça, ce sera le titre de l'émission de la rediffusion sur YouTube. C'est des erreurs qui coûtent cher. Et c'est d'ailleurs le seul tweet que j'ai fait sur le match après le match, où je dis on fait un match plutôt cohérent, mais avec des si grosses erreurs individuelles, on peut rien faire. Enfin, c'est trop difficile de gagner. Et quand tu donnes 3 buts à l'adversaire, ça veut dire qu'il faut aller en mettre 4. T'es à l'extérieur, t'es à la méno, t'es face à une équipe quand même costaud. Aller mettre 4 buts, c'était mission impossible. Et sauf que quand tu donnes des buts comme ça, sur un plateau, c'est forcément, ça devient très très compliqué. Tu l'as dit Kevin, mais une zone aussi qui a sûrement été ciblée, ou en tout cas, les Strasbourgeois ont vu qu'il y avait des espaces sur ce côté gauche. J'ai trouvé Akpa, on y reviendra après, mais un peu moins bon, un peu moins à l'aise que sur les dernières sorties. Avant de parler des joueurs de la GIA, on va parler un petit peu des joueurs du Racing et des performances qui t'ont plu côté Racing, Julien. J'imagine forcément le petit but des mégas aussi qui permet au Racing de vraiment se remettre dans la course à l'Europe ou en tout cas au top 10. Son retour, là le but en fin de match. Mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié Félix Le Maréchal. J'imagine que c'est ton cas aussi. Toi qui es adepte des jeunes joueurs, Félix Le Maréchal qui a signé de Monaco cet été, forcément c'est un match plein pour lui. Ouais, c'est clairement les deux joueurs que, après, c'est bon. Je vais faire ma petite pub, mais c'est deux joueurs que j'ai scoutés pour qu'ils aillent au Racing avant. Et justement, maintenant, Félix Olives-Bert, qui est aussi un des journées, je crois, pour la GIA, m'en avait parlé déjà de la Maréchal. Il m'avait dit au tout début du mercato que c'était pas possible, que Monaco voulait le garder, que là, c'était un petit miracle qu'on le chope. Ouais. Au tout début, un début assez compliqué au Racing. Et là, c'est vraiment son premier match référence. Ça fait vraiment plaisir de voir comme ça. Et Mega, comme dit, c'est aussi un de mes gros chouchous au Racing. Très content de son match aussi. Bien, comme ça a pu être dit par Kevin aussi, s'il n'y avait pas eu le penalty, il y aurait le but des mégas, très probablement. Donc il aurait pu finir avec 2 buts et une passe décisive aussi sur ce match-là. Enfin, bon, voilà, c'est un match plein de lui aussi. Et ce qui est aussi rare, enfin, ou pas assez fréquent, c'est que les occasions aussi, il les a mis dans le but. Ouais. Des choses qu'on voit pas forcément toujours sur tous les matchs. C'est un joueur qui peut être assez frustrant devant le but. Et même si on va dire ce qu'on peut dire aussi en général par rapport au Racing, c'est que, comme dit, des fois les buts viennent aussi d'erreurs auxerroises, Ouais. mais on a réussi à en profiter. Ce qui n'est Oui, oui, pas oui. forcément toujours le cas habituellement avec le Racing, et c'est quelque chose qui est assez frustrant. C'est vraiment les deux joueurs. Moi aussi, j'aime toujours aussi beaucoup Diarra au milieu de terrain. Je trouve toujours intéressant, même dans ce rôle de capitaine, comme dit, le bonhomme, je crois, il a 20 ans, 21 ans. C'est un des seuls joueurs qu'on voit qui a un peu de mental et un peu d'envie aussi. Même sur le penalty, bon, c'est bête, hein, mais Doucouré, il se battait avec Doucouré pour le choper. Il a dit écoute, c'est moi le capitaine, cette fois-ci je le prends, tu l'auras la prochaine fois. Il a assumé. Enfin, c'est des trucs bêtes, hein, mais quand tu as une équipe qui a deux des jeunes, tu dis au moins il y en a un qui Ouais. assume les trucs, quoi. Moi, voilà, c'est tous les trois joueurs que je ressors plutôt du match. Donc voilà. Ouais, non, surtout le Maréchal, un gros plus par rapport à ce qu'on a vu en début de saison et par rapport à comment c'était compliqué pour lui. Parce que là, les médias, ils ont parlé pour qu'il aille en prêt, quoi. Ok. Donc, qu'il n'était pas assez bon pour le Racing à l'instant T, quoi. Donc, au final, j'ai envie de dire, là, il a un peu fermé les bouches de tous les détracteurs sur ce match-là. Après, bon, on va voir s'il continue là-dessus, quoi. Mais dans l'idée, si on réussit à avoir un joueur comme ça sur la plupart de nos matchs, on sera bien content quand on voit le milieu stérile qu'on a pu avoir en première mi-temps. Ouais, c'est son match référence à le Maréchal et je voulais te demander parce qu'au début du match c'est une double pointe plutôt qui est mise en place par Rosenior avec Mara et Emega, même si Mara on avait vu quand même dans un rôle plus plus en retrait des Emega qui va lui tourner autour, qui va venir décrocher, chercher des ballons. Coaching payant avec l'entrée de Le Maréchal, c'est pas du tout le même profil. Est-ce que c'est un choix par défaut de Rosenior qui n'a pas de troisième attaquant de pointe sur le banc? Ou est-ce que selon toi c'est vraiment une volonté de lancer le Maréchal bien que critiqué par les médias? On sait un Rosenior qui a des idées, qui a un coach qui ose, le replacement de Morera latéral gauche, etc. C'est quand même des idées plutôt fortes. Le remplacement de Sékou Mara par le Maréchal, selon toi, par défaut ou vraie idée de Rosenior? Alors, je dirais qu'il y a un peu des deux. Parce que en fait, le troisième attaquant qu'on a, c'est Lukovic. On va le mettre en prêt aux Pays-Bas. Ok. Et à part ça, on n'a pas vraiment
ou au moins d'attaquants qui restent et qui n'est pas tout le temps blessé. On a aussi Saï, mais qui se fait les ligaments croisés aussi, je Ouais. crois. On galère un peu à trouver ce. Bah, c'est pour ça aussi qu'on a mis Nanasi aussi en faux neuf, Hmm. parce qu'on a un problème par rapport à là, comme Morera aussi en défenseur gauche. Parce que voilà, même si on a dépensé des milliers des cents, on n'est pas capable de faire un effectif où il y a une doublure partout. Ouais. C'est pour ça qu'on a dû ressortir Sobol de l'équipe B, par exemple, qui là maintenant reprend un peu des minutes. Mais non, moi je trouve que voilà, le Maréchal, on a vu dans une position aussi qui est propice à son jeu, devant les deux 8, devant Santos et Diarra. Moi je trouve que c'est là où il est le plus intéressant. C'est là aussi on l'a vu bien performer en Belgique, derrière donc l'attaquant au cercle, dans un jeu aussi qui lui correspond. Enfin voilà, on lui demande, ce qu'on lui demande, c'est voilà, beaucoup de verticalité, de la créativité. Et c'est ce qu'il a pu ramener. Enfin voilà, par exemple, sur le but qu'il a marqué, il sort quand même d'une belle action avec Emega. Enfin voilà, il y a quand même des choses vraiment intéressantes qu'il a pu apporter. Moi, je pense que voilà. Après, bon, c'est sûr, c'est plus facile à dire après le match, mais c'était le changement à faire. Ouais. Plus purement aussi par rapport à nos besoins au milieu de terrain et par rapport bah, voilà, à ce qu'on a sur le banc, parce qu'on a Jérémy Sebas, qui voilà, de base est plutôt un ailier qui a été rentré en toute fin de match pour Emega, mais qui voilà, est encore un peu. Qui a montré de très belles choses en fin de saison sur l'aile, mais qui voilà, là pour l'instant, il revient de blessure, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, derrière, il y a pas tellement. Quand je vois les remplaçants qui n'ont pas été utilisés, c'est les défenseurs. Ou alors El Mourabé, qui est un milieu de terrain, plutôt un 8 énergivore. Enfin, donc voilà, il y a pas. C'était un peu l'option évidente aussi. Mais on va dire qu'il y a pire comme option évidente à ce poste-là. Ouais, en tout cas, coaching payant de Rosenior qui relance le Maréchal, qui devrait avoir du coup du temps de jeu en l'absence de Sékou Mara. Est-ce qu'il y a un communiqué sur l'absence de Sékou Mara? Vous savez à peu près. Ouais, pour le moment, j'ai pas vu grand-chose. Ok, Je pense que c'est toujours un peu en attente à voir un peu qu'est-ce que c'est. ouais, Mais non, ouais, pour l'instant, j'ai rien vu. Bon, on va espérer que ce soit pas trop long parce que bah, déjà, il a eu un peu du mal à se lancer. ouais, Il marque 2 buts en coupe et là maintenant, après, il se blesse. Enfin, c'est un peu comme il y a un peu le problème avec le Racing. Emega, c'était ça avant, il se blesse. On n'arrive pas à voir, ouais, voilà, comme je disais un peu au début du podcast, enfin, début du live, avec notre 11 de départ, ouais. qui change toujours un peu parce qu'on a un blessé par-ci par-là qui fait qu'on n'a pas de continuité, bah, notamment en attaque. Ouais, en tout cas, là, rentrée payante de Félix Le Maréchal. Parlons un petit peu des joueurs de la JL. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quels joueurs vous ont plu, vous, sur la performance de dimanche. On a mentionné Dioussé en positif, on a mentionné Akpa plutôt en négatif. Kevin, si tu veux nous parler des joueurs qui, toi, t'ont plu, après, tu pourras parler aussi de ceux qui t'ont moins plu. Mais voilà, je te laisse parler un petit peu des performances individuelles. Bah, après, je pense que sur les ballons enfin, surtout en première période, je pense que Traoré fait mal dès qu'il touche un ballon. C'est vraiment impressionnant. Ce joueur est vraiment impressionnant. De toute façon, vu les commentaires, même au sein du club et dans le staff et chez les joueurs, c'est une anomalie, c'est ce qu'ils disent de l'avoir à la GIA. Après, franchement, j'ai du mal à ressortir vraiment un joueur. Dioussé, en fait, Dioussé, il ressort pour moi parce que je pense que, vu le match qu'il a fait en coupe, catastrophique, je sais qu'il y avait certaines personnes qui auraient préféré faire reculer un peu Perrin pour le mettre à côté d'Owuzu. Je trouve qu'il a été bien plus en vue qu'Owuzu. D'ailleurs, il a eu comme je dis, du coffre. Il a surtout la première période où il a été très agressif sur le porteur du ballon. Après, Over fait une belle passe décisive aussi. Euh, Sa qualité de centre, c'est toute la différence avec Paul Joly. Même si sur le fond, j'adore Paul Joly, mais voilà, sa qualité de centre à Over, elle est franchement, il n'y a pas photo, quoi. Donc après, à ressortir, ouais, je suis assez d'accord avec Simon. Djoubal, jusqu'au penalty, c'est le patron, quoi. C'est le boss. Tu sens que quand il est là, voilà, il a pris une ampleur déjà depuis 2-3 saisons. Mais je sais qu'il y a 2 ans en Ligue 1, quand Pellissier arrive, Ouais, je sais des infos que j'avais en interne qui avaient des gros doutes sur Djoubal, quoi. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, Djoubal, au début, il est pas en plein axe, quoi. Il le décale un peu. Enfin voilà, il est pas. Je sais qu'en interne, ils avaient des doutes quand ils sont arrivés. Et c'est le boss, quoi. Aujourd'hui, voilà, dans l'axe, c'est le patron. Et peu importe qu'il est Akpa, Diomandé ou Ocho, voilà, c'est lui qui gère tout ça. Donc, mais après, je trouve que c'est un match un peu.
je sais pas comment expliquer, un peu en demi-teinte. Tu t'es frustré, mais en même temps, je trouve qu'on a manqué d'agressivité par moment, un peu je sais pas, un petit plus, quoi. Que finalement Strasbourg est allé chercher, en mettant du rythme, en mettant 2-3 petites choses supplémentaires. Donc, je trouve que c'est difficile de ressortir vraiment un joueur, pour moi, plus qu'un autre, parce que voilà. Plus des joueurs que j'ai pas trop aimé, comme Sinayoko, je trouve. Akpa n'a pas été bon, par exemple. Voilà quoi, Ouais, c'est que. c'est vrai que Julien, tu l'as dit, mais vous avez su aller mettre les occasions qu'on vous a données. Quand on regarde côté Auxerre, je pense par exemple à l'action où Sarr la remet vraiment dans les pieds de Perrin. Alors l'angle est très fermé, etc. Mais je crois que c'est en première période où il y remet vraiment une balle dans les pieds à 6-7 mètres du but. Voilà, c'est des occasions que nous, on n'a pas su mettre au fond, malgré des belles occasions en première mi-temps. Donc c'est vrai que c'est un match un peu en demi-teinte pour parler des performances individuelles brièvement. Je te rejoins Kevin. C'est vrai que Djoubal, vraiment, enfin, patron, quoi, patron sur le terrain. Dès qu'il fait une déclaration hors du terrain, c'est un joueur très discret, mais dès qu'il prend la parole dans les médias, en conférence de presse, il dit que, enfin voilà, il témoigne son attachement pour le club, pour les supporters, pour la ville. Donc c'est vraiment un grand plaisir de l'avoir là. Et c'est vrai que moi le premier, enfin je veux dire, je vais pas, j'ai eu encore des doutes cette saison, malgré sa très bonne saison dernière, sur sa capacité à très vite s'acclimater au niveau Ligue 1. Qui est-ce qu'on allait lui mettre aussi autour? Parce que bah forcément, sur une défense à 3 avec les deux personnes que tu as autour de toi, je veux dire, ça impacte tes performances, sur ta capacité à être bon, à être performant. Donc voilà, Djoubal, moi aussi, j'ai douté, mais c'est vrai que sa première mi-temps contre Strasbourg, mis à part son erreur, sinon elle est parfaite, il prend tout dans les airs et c'est le cas depuis le début de saison. Même en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été ridicule, qu'il avait su se reprendre. Donc voilà, match plein de Djoubal. Simon, si tu veux nous parler un petit peu des performances individuelles sur le match de dimanche. Alors sur la première mi-temps, je trouvais que tout le monde était plutôt concerné. Joubal en tête de liste. Alors moi j'étais dans le parcage, donc entre deux drapeaux, c'est possible que des fois j'ai raté des choses, mais euh, Joubal faisait une première mi-temps vraiment au top. On avait un Traoré qui était bien visible, Perrin aussi, Djoussé qui est bien monté en puissance par rapport à son match de Coupe de France. Euh, voilà, juste sur Djoussé, je trouve qu'on a été un peu. Je dis on pour englober tous les supporters, hein, mais certaines franges de supporters qui ont été un peu dures avec lui sur le match de Coupe de France, voire méchants. Et bon, ça m'a fait un peu de peine pour lui, parce que c'est compliqué de juger la prestation d'un mec qui joue pas de la saison sur un match de Coupe de France avec une équipe qui est remaniée à 80%. Donc il a fait mentir ses détracteurs, il a été très bon. Bien meilleur qu'Owusu, qui malheureusement depuis fin novembre, début décembre est moins bien. Je pensais que la trêve allait le remettre un peu dedans, mais voilà, il nous met en grande difficulté en deuxième mi-temps quand il veut se prendre pour Zizou à faire je sais pas quoi, une roulette ou je sais pas quoi. Donc pour moi, il y a l'équipe dans son intégralité sur la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, malheureusement, j'ai pas grand monde à retenir parce que tout le monde a un petit peu, tout le monde a un peu sombré et on a fait des cadeaux aux Strasbourgeois qui n'en demandaient pas tant. Donc voilà, l'équipe pour sa première mi-temps et puis pour la deuxième, pas vraiment de joueurs à retenir. Si tu me Ouais, permets, Elliot, c'est que ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'à partir du moment qu'on prend le troisième but, on se met à jouer. C'est-à-dire qu'on se met à sortir. On se met à. Alors, c'est pareil, psychologiquement, on peut se dire Strasbourg n'avait plus à faire le jeu. Enfin, il y a tout un. C'est toujours pareil, psychologiquement, forcément, les choses, elles évoluent. Mais ça n'empêche qu'on était capable de le faire avant. Et c'est ce que je trouve dommage, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, ou je ne sais pas comment on peut le traduire, mais on n'a pas su sur les 20-25, voire 30 premières minutes de cette seconde période,
à pouvoir être vraiment dangereux, sortir le ballon, combiner. Alors que quand tu prends le troisième, d'un seul coup, comme s'ils étaient libérés, on n'a plus, tiens, on n'a plus rien à perdre, bah allons-y, on va aller attaquer. Et c'est ça que je trouve dommage finalement. C'est que tu perdes, que tu fasses des erreurs, dans tous les matchs, il y en a. Tu prends des buts, on sait qu'Auxerre prend des buts. Déjà l'année dernière, tu prenais des buts. Mais si tu en marques un de plus, c'est toujours, c'est ça l'objectif d'une équipe. Mais essaye de jouer. Essaye au moins voilà. Et c'est là où je trouve que c'est frustrant. C'est qu'on a pu voir après, à la fin du match, dans les 10, 15 dernières minutes, bah, qu'on était capable. On a 2, 3 corners, je crois, sur la fin, ce qu'on n'a pas sur le début de la seconde période. Donc, c'est là où je trouve que c'est le plus frustrant finalement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est souvent d'ailleurs que dans les émissions d'après-match sur les défaites à l'extérieur, on se le dit. Contre Toulouse, on n'avait pas su réagir. Sur le début de saison, c'était pareil. Alors, contexte un peu particulier, mais on avait eu du mal à réagir. C'est vrai qu'on a du mal à réagir, je trouve, quand on est mené au score, même si, paradoxalement, à la maison, contre Lens, on revient 2 fois au score. Enfin, on arrive à aller choper des résultats. Mais à l'extérieur, on a souvent du mal à refaire du jeu, à retrouver des bonnes idées, à remettre la machine en route. On sent des joueurs qui petit à petit voilà, descendent de plus en plus le bloc. Et c'est vrai qu'on a du mal à remettre la machine en route généralement une fois le score en notre défaveur. Alors là en plus Strasbourg a réussi à retourner le match, on menait 1-0. Et puis il y a ce coup de massue forcément à la fin de la première mi-temps. Juste pour finir brièvement sur les performances individuelles, je voulais parler quand même de Hoover. C'est vrai que il a fait plutôt un match cohérent. Tu l'as dit, Kevin, une très belle passe décisive et je trouve qu'il multiplie quand même les matchs à un niveau assez constant. C'est jamais exceptionnel. On connaît sa nonchalance, enfin cette espèce de nonchalance un petit peu, mais je le trouve toujours assez bon et il a quand même réussi à gommer ses défauts. Je me rappelle qu'il avait surtout sur le début de notre très belle série de victoires, enfin depuis le début de saison, mais quand il prend vraiment une place de titulaire, il y a au moins 3 ou 4 buts qui sont marqués sur son côté. C'est vrai que depuis, j'ai l'impression qu'il a tendance à gommer un petit peu ces défauts-là. Et on l'a dit, on l'a mentionné depuis le début de l'émission, c'est principalement sur le côté gauche que Strasbourg a réussi à obtenir ses opportunités. Donc voilà, c'est que ça continue. J'espère que ça Ouais, continuera le plus longtemps possible. Vas-y, je, Simon. je trouve qu'il a bien maintenu Morera, Ouais. qui est quand même plutôt un joueur virevoltant côté de Strasbourg. Il n'a pas fait de différence en première mi-temps, aucune. Malgré les dédoublements pardon, Nanasi par-ci par-là. Voilà, sur le côté de Hover, c'est vrai que la première mi-temps, défensivement, ça a été très propre. Il n'a pas été pris à revers. Et puis, il a amené le danger sur un ou deux centres, amenant le but, justement. Donc, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais il fait une bonne première mi-temps et sa qualité de centre est quand même beaucoup plus intéressante que celle de Joly. Donc, je pense que les gens comprennent au fur et à mesure du temps pourquoi Over est préféré à Joly, même si Joly a un peu le chouchou de quelques supporters. Non, j'avoue que même moi, j'adore Paul Joly. Kevin l'a dit aussi, c'est un joueur qu'on a tendance à apprécier. Et c'est vrai, il y a Monsieur M. Chambray qui dit dans le chat, ouvert devrait finir la saison titulaire. Je vois pas ce qui pourrait l'en empêcher. En plus, Paul Joly a été blessé. Et sur ses dernières rentrées, sur ses dernières sorties, il a vraiment du mal à retrouver son niveau qu'il a pu avoir la saison dernière. Même cette saison, il avait été plutôt bon sur le début de saison. C'est compliqué là depuis sa blessure, depuis quelques mois. On sait que c'est un joueur qui avait reçu pas mal d'offres cet été. J'espère qu'on les regrettera pas. Vu la saison qui se profile, je suis pas sûr qu'on reçoive les mêmes l'été prochain. Donc voilà, on verra bien. Juste pour finir sur ce match-là, les performances collectives et individuelles, je rejoins quand même Monsieur Sapiens dans le chat qui dit on ne peut pas reprocher grand-chose à Pélissier non plus. Aussi bien dans la compo que dans les changements. Alors certes, il avait assez peu de choix. Il n'avait pas beaucoup de choix en même temps sur le banc. Mais il a été assez propre. Sur la compo, c'est à peu près le mieux de ce qu'on pouvait faire. En tout cas, avec les absences, c'est à peu près ce à quoi on s'attendait. Et puis sur les changements, il a tenté quand même le passage à 4. Moi, j'avoue que je suis assez pessimiste sur ce passage à 4, sur les entrées d'Adonaiwu qui sont quand même toujours très compliquées. Le repassage à 4, je sais plus exactement à quelle minute il le fait, aux alentours de la 75e, il me semble, il reste un quart d'heure, 20 minutes à jouer en 4, en 4-2-4, enfin voilà. Quelque chose qui s'apparente un peu à ça en 4-4-2 suivant l'animation.
Je suis toujours assez réticent. Je trouve qu'on crée absolument rien en sous ce système. Alors après, est-ce que c'est dû aussi à ce dont j'ai parlé juste avant, au fait qu'on n'arrive pas à réagir sur les deuxièmes mi-temps et quand on le voit, quand on voit, il y a aussi des joueurs qui s'éteignent sur ces périodes-là. Perrin, Traoré arrivent plus à créer le jeu sur ces périodes-là. Mais j'ai vraiment du mal avec ce passage à 4. Je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, Simon, Kevin. Moi, je trouve que ça n'apporte absolument rien, ce passage à 4. Moi, je pense que il passe à 4 parce qu'à un moment donné, moi, c'est ce que j'apprécie chez Pélissier, c'est qu'à un moment donné, quand il faut bouger, il bouge. Et je Ouais. pense que là, la 75e, il se dit, bon, il y a 3-1, il reste quand même un quart d'heure, 20 minutes avec les arrêts de jeu. Bah, je vais changer mon schéma, on va jouer avec un joueur en plus offensivement. Si on revient à 3-2, c'est nous qui allons pousser et Strasbourg va douter. Et voilà, moi je Ouais, pense que c'est ce choix-là. surtout qu'à ce moment-là, il y a 2-1 en plus, donc il y a même encore, enfin, il y a Ouais, encore voilà. vraiment Donc la moi je possibilité, pense quoi. que Pellissier, ce que j'adore, enfin j'adore ce coach depuis très longtemps, même bien avant qu'il arrive à Auxerre, c'est que il se cache pas. D'ailleurs dans ses confs, il se cache jamais, même après. Et à un moment donné, quand ça va pas ou quand il veut essayer de revenir, ben, il attend pas la 88e minute pour faire des changements. On l'a vu même à Toulouse. Over, il sort, je crois, à la mi-temps parce qu'il est complètement à la rue, complet. Ouais. Moi, voilà. Et je pense que là, le changement, il est là. Je pense il veut essayer d'aller chercher le résultat. Et je trouve que ça, par contre, c'est génial. Il attend pas. Il y a tellement de choses, de coachs qui attendent la 85e. Voilà, au moins il tente. Et ça, c'est top. Au moins tenter. Si tu tentes rien, tu n'obtiendras rien. Donc, allez, vas-y. Et Ouais, ça, ouais, je pense que c'est ça le changement de schéma, en fait. non, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est vraiment quelque chose que je critiquais vivement chez Jean-Marc Furlan. Pas la seule, bien sûr, mais ces changements très tardifs, c'était quelque chose que j'appréciais pas du tout. Là, c'est vrai qu'il a pas peur. Avec Félicie, tu l'as dit, il se cache pas, il a pas peur de changer les choses. Bon, on peut parler forcément de l'avant-après du match de Saint-Étienne où tout est modifié, tout le schéma tactique est bougé. Mais j'ai l'impression quand même que il revient, enfin c'est à chaque fois il vient sur ce système à 4 et que ça a quand même du mal à être performant. Alors qu'est-ce qui manque ce plan B? Je saurais pas le dire exactement, mais c'est vrai que on a du mal à se réinventer et ça participe, comme je l'ai dit, de cette équipe qui s'éteint progressivement quand on est mené au score. Après, est-ce qu'on va réussir à aller trouver les ressources nécessaires? Après, c'est vrai que sur ce match-là, c'est pas facile. Offensivement, on sait que il y a de la quantité, mais la qualité sur le banc, c'est aussi problématique. Ado qui est Ado Onaiwu qui est en difficulté. Théo Bair et Florian Hayé qui n'apportent rien ou quasi rien sur leurs entrées. Après, on a M. Sapiens dans le chat qui dit il manque un Lasso Koulibaly. C'est vrai que Julien qui était venu pour le présenter pourra nous en parler, mais c'est vrai que Lasso Koulibaly sur des fins de match, et on l'avait vu, même nous, sur le peu qu'on l'a vu, Lasso Koulibaly, c'est ce qu'il lui faut, quoi. Une place de super sub avec 10-15 minutes à jouer, c'est parfait, quoi. Bah ouais, ce rôle d'un peu d'énergizer en sortie de banc et tout, bah, c'est quelque chose qui fait toujours du bien. Ouais. Et je peux juste une petite aparté, parce que tu as parlé de Furlan. Nous aussi, au Racing, on le déteste. Donc j'ai l'impression que c'est commun. Peu importe où il passe, il fout la merde. Mais donc voilà. Mais non, là, ce Koulibaly, oui, c'est sûr, c'est un joueur qui fait du bien. Bah, après, comme vous avez pu tous le dire, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'absents. Et aussi, voilà, je pense quelque chose qui joue en général, c'est avoir ce second souffle. Mais très clairement, là, ce Koulibaly, c'est le genre de joueur qui l'a montré. Parce que c'est quoi, c'est son premier match de Ligue 1, il marque le but à la dernière minute, je crois. C'est ça, ouais. Bah, voilà. Bon, moi j'aurais aimé qu'il ne le fasse pas contre le Racing, mais s'il aurait pu le faire pour vous dans d'autres matchs au cours de la saison, bah voilà, ça c'est sûr, c'est top d'avoir ce genre de joueur enfin, on va le dire ça bêtement, hein, mais qui des fois qui débranche son cerveau et qui juste va droit au but et qui peut te mettre un but, voilà, qui va te sauver la saison, te faire gagner un match ou je ne sais quoi. Enfin, c'est sûr, ça manque quoi, ce genre de joueur. C'est vrai qu'il manque et c'était vraiment un coup dur quand il s'est blessé parce que un des seuls transferts payants de l'été, il me semble hein, que c'était un transfert payant. Vous me dites, Kevin Simon, si je me trompe, mais il me Ouais, semble ouais, qu'il c'est un était transfert payé. payant. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'était coup dur pour le staff, pour le club, les dirigeants. Monsieur Sapiens qui dit que c'est vrai qu'il y a Zosu qui est sur le banc, qui est plutôt intéressant, mais on sent que voilà, c'est un joueur qui a encore besoin de prendre en maturité, qui a encore besoin de grandir aux échelles inférieures. On s'est un petit peu attardé sur ce match-là,
Mais on va parler maintenant du retour, du bien-aimé, du tant attendu, du tant redouté. Vas-y, Simon, vas-y. J'ai juste une dernière question parce que du coup, pour notre ami Strasbourgeois, t'es à Strasbourg? Tu vis à Strasbourg ou pas? Ouais, à 10 minutes de la Méno. Donc moi, dès que ça crie à la Méno, j'entends tout depuis l'appart. Ok, t'étais au match? Non, moi, j'ai pas pu y aller. Ok, et quand tu y vas, t'es avec Je suis dans le les... COP. Ok, Ouais. d'accord. Alors du coup, j'ai deux questions. Première question, c'est est-ce que ça t'arrive de voir des petits autocollants au CRC Le Brésil dans Strasbourg ou pas? Alors là, ça me dit rien. Ok, moi je sais que j'en ai pas mis assez. Est-ce que faudrait que je fasse peut-être plus attention? Ok, donc c'est bien, je vais continuer à en mettre un peu partout. Et la deuxième question, c'est comment tu as vécu cette ambiance qui était pour moi une première à la Méno. Moi, j'habite à Strasbourg, j'y vais de temps en temps, et c'était la première fois que je voyais une cassure aussi importante entre le reste du stade et le COP. C'est-à-dire que donc nous, notre parquage a fait le choix de ne pas chanter sur les 15 premières minutes comme vos ultras, ce qui a été respecté. Euh, mais que ça soit sur les compositions des équipes ou sur la reprise de chant de vos ultras, en fait, le reste du stade ne reprenait pas du tout et était totalement amorphe, sans réaction. Et donc, je voulais juste avoir ton avis, toi, en tant que supporter strasbourgeois. J'imagine que ça doit pas être pas simple à vivre. Et puis, je me dis, en fait, il y a victoire, mais avoir des victoires et aller au stade comme ça, dans une ambiance aussi morose, c'est un peu triste et dommage. Donc, quelle est l'issue, selon toi? Et est-ce qu'on peut trouver un accord entre les anti-Bluco et les favorables Bluco, si on peut les appeler comme ça? Ouais, bon, bah moi, vu que je suis dans le COP, je pense que tu as peut-être deviné où je me situais. Moi, je suis plutôt anti-Bluco, Ah, sans pour autant être un. juste, Ouais, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient dans le COP Bluco, mais qui sont favorables à Bluco et qui se mettent sur le côté et qui ne chantent pas. Et ouais, ça a même amené à des bagarres il y a 2 semaines. ouais. Voilà. Ouais, alors, bon, sur cette bagarre-là, il y a des gens qui disent que c'est parce qu'ils ont pété en gros, ils voulaient faire une Le banderole tifo, et ouais. ils ont commencé à faire chier. Enfin, il y a plein de. Mais non, clairement, cette cassure, elle est pesante, que ce soit dans la communauté sur Twitter où ça devient réellement nauséabonde, où ça devient compliqué. Enfin, moi, en tant que fan, je me suis un peu retiré de tous ces débats-là sur Twitter parce qu'en fait, ça mène à rien au final. C'est beaucoup de gens qui redisent la même chose d'un côté ou d'un autre où ça. Et bah, malheureusement, il n'y a pas trop eu place au débat, sauf sur deux trois lives qu'on a pu Mm. avoir entre fans. Mais pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, bah, tout simplement, la cassure pro-Bluco, anti-Bluco, ça a clairement bah, ça a créé une fissure entre les fans voilà, qui en ont marre très clairement que le COP ne chante pas pendant les 15 premières minutes. Le COP se fait siffler, Mm. ce qui enfin, est hyper étonnant, même juste quand voilà, le respo du COP, de ce que j'ai entendu, il a juste souhaité bonne année aux fans et les fans l'ont sifflé. Pas des trucs bêtes comme ça, mais il y a vraiment cette cassure-là. Ah, Euh, c'est profond, hein. ouais, mais c'est profond. Après, pour moi, il y a un autre problème qui est purement le fait que le Racing est moins sexy qu'il y a quelques années. Bah, la période Stéphane, où on finit aux portes de l'Europe, où il y a vraiment ce côté-là où en fait tous les fans sont à fond derrière le Racing. Et maintenant, avec ce qui se passe un peu, soit avec le nouveau cycle, où on s'identifie pas forcément aux joueurs, à tous les, par exemple, Mm. Dimitri Liénart, les Gamero, etc., qui sont tous partis, donc les figures Mm. un peu emblématiques du club, bah maintenant ils sont tous partis. Maintenant, on essaie de s'identifier à qui? À Diarra, Bakwa, c'est autre chose, c'est des jeunes où, en plus, avec le projet, on Ils vont s'attend à ce bientôt qu'ils partent partir. dans les 2-3 prochaines années, quoi. Mm. Enfin là, ouais, on a déjà des Ok. rumeurs. Santos, on ne sait même pas s'il va encore rester 6 mois. Peut-être que Chelsea va essayer de le ramener. Enfin voilà, il y a plein de. Petrovic, le gardien, qui voulait pas venir au Racing de base. Il a même dit, voilà, en conférence de presse. Pour moi, il y a plein de trucs comme ça et qui fait que l'ambiance, clairement, elle pue, quoi. Au Racing, et les fans l'ont dit. Là, sur les réseaux, notamment là sur ce match, ils ont dit, la Méno, s'est fait battre par les supporters auxerrois. Et pour qu'on dise ça, quand on connaît voilà, la ferveur de la Méno sur ces dernières années, bon, moi comme lui, voilà, je connais pas tellement l'ambiance à la Baie des Champs. Enfin voilà, moi, peut-être que c'est aussi une grosse ambiance, je connais pas trop, j'y étais jamais, mais voilà, moi ce que je me dis, c'est que, on va C'est dire mieux, pour qu'un. c'est mieux que la Méno.
Ah sur ce match-là, en tout cas, votre parquage était meilleur. Donc, Non, mais merci beaucoup pour ton point de vue, parce que c'est vrai que moi je vois et puis on va finir avec ça parce qu'il y a un autre sujet aussi intéressant qui arrive, mais sur le sur le mes passages à la Méno, j'ai vécu des belles soirées, alors que je suis pas supporter de Strasbourg, mais des ambiances vraiment sympas, des buts à la dernière minute, un public en folie. Là, voir ce stade comme ça, où j'avais l'impression que c'était un match amical, franchement, les deux côtés des tribunes strasbourgeoises nous regardaient nos parquages, ouais. et à la fin, il y en a qui sont venus nous voir pour nous remercier pour l'ambiance. Ouais, non, mais Vraiment. Et je me dis, avec un nouveau stade qui est en train d'être construit, une nouvelle tribune, je trouve que c'est quand même dommage pour un club comme Strasbourg qui a une identité avec une belle ambiance populaire et tout, que en fait tout ça parte à petit feu en fait. Voilà. Ouais, non, mais Et c'est j'espère que un ça va beau. s'arranger en tout cas parce que Strasbourg, ça doit rester un stade où il y a une belle ambiance populaire. Non, mais clairement. Bon, je vais pas m'attarder dessus, mais le dernier truc que je pourrais dire, c'est que voilà, surtout la cassure qui fait mal, c'est les fans qui disent que le COP, ben, ils servent que à chanter, et Mm. pendant 15 minutes, c'est une honte qu'ils fassent grève. Il y a aussi ce débat-là un peu du supporterisme au soir Racing qui, je trouve, là, ressort de plus en plus. Mm. Aussi, qui pose beaucoup de questions sur la place de supporter en sort dans un stade. Mm. Donc voilà, ça, c'est encore un autre débat, qui est moins intéressant que Massengo, qui va arriver très bientôt. En tout cas, on souhaite plein de bonheur à ce stade de la Méno. C'est vrai, stade populaire, ville, enfin, en tout cas, de ce qu'on entend de l'opinion publique, très, très agréable, avec toujours une belle ambiance. Enfin, voilà, le Racing, c'est quand même un club emblématique, avec, enfin, cette remontée dans l'élite, qui a failli jouer l'Europe il y a quelques saisons. Enfin, voilà. On souhaite que du bonheur et que de la, enfin, de mes meilleurs vœux pour 2025. C'est la bonne année, enfin, c'est le bon moment, mais voilà. J'espère que tout pourra se rétablir au sein du club. Parlons un petit peu de Massengo qui vient de donner ses premiers mots dans la presse. Une républicaine qui sort un article là, où Massengo révèle que tout était déjà bouclé cet été, que lui s'attendait à venir jouer, enfin à être au Serrois depuis cet été. Voilà, on saura peut-être pas ce qui a empêché cela, mais en tout cas, voilà, la GIA a validé le recrutement de d'Annoa Massengo qui avait conquis les cœurs de tout le monde en son passage à la saison 2022-2023 où il fait son retour à la GIA. Donc cette saison, cet hiver. Simon, si tu veux commencer à nous en parler un petit peu, nous donner ton point de vue, sans être, voilà, forcément, on va pas redire tout ce qu'on a déjà redit sur lui, Ouais. mais nous donner ton point de vue, qu'est-ce qui va vraiment nous apporter, qu'est-ce qui va permettre, est-ce que c'est lui qui va permettre de nous maintenir à cette belle neuvième place? Ouais, non, mais j'ai vu en même temps l'article que toi et enfin les premières lignes, ça faisait longtemps que j'attendais de revenir. C'est le seul club dans lequel je me suis senti autant à la maison. Enfin, franchement, quand tu es supporter d'un club de foot, quand tu lis ce genre de phrase, c'est magnifique, quoi, c'est parfait. Tu as envie que des joueurs en fait sortent ça de ton club. Et là, du coup, son retour, bah, il était attendu par la majorité des supporters. Et ce qui est paradoxal, c'est il a fait que 6 mois chez nous. Il a joué que 4 mois parce qu'il a été blessé un mois et demi. Et pourtant, en fait, il est perçu comme le Messi, il est perçu comme l'Auxerrois d'adoption. Euh, donc tout le monde, je pense que j'ai rarement vu autant de positivisme sur un joueur, sur une arrivée à la GIA. C'est assez impressionnant. Il a passé peu de temps, mais au final, enfin, voilà. Moi, je suis le premier content. J'étais comme un gosse quand j'ai vu les tweets. Et non, c'est une bonne chose pour le club, pour l'effectif, pour la concurrence. Euh, Certes, il a peu joué en Angleterre, mais c'est ce que je disais sur Twitter quand je vois le match que fait Dioussé contre Strasbourg, alors qu'il n'a pas joué un match de la saison. Je me dis qu'Amasengo, qui a fait quelques apparitions en Championship, euh, peut très bien nous aider en reprenant le rythme avec le groupe. Donc je suis pas inquiet sur ça. J'attends juste de voir si c'est pour remplacer numériquement Raveloson ou si c'est pour apporter un pion supplémentaire euh, avec Raveloson pour la concurrence de Danois et Owusu. Mais clairement, je suis content de son retour. Il connaît parfaitement le club, il connaît le coach, le vestiaire le connaît aussi. Si vous regardez sous son poste, il y a déjà, j'ai vu 5-6 joueurs au Serrois qui l'ont fait se féliciter, qui sont contents de le retrouver. Donc, ouais, c'est un joueur qui fait l'unanimité sans avoir passé trop de temps chez nous. Mais il a tout ce qu'un supporter rêve de voir chez un joueur.
dans son propre club, c'est il est atypique, il poste beaucoup de photos de la ville, du club, il parle beaucoup, il n'est pas timide sur ses émotions et en fait, bah, c'est ce que les gens attendent en fait. Un club populaire comme nous, on a envie de voir des joueurs comme ça qui sont prêts à mouiller le maillot et qui sont bien là où ils sont et qui sont fiers d'être à Auxerre. Ce que lui, en fait, partage sur ses photos. Voilà. Je pense qu'il est très, très sincère dans le fait de dire qu'Auxerre est en quelque sorte sa maison. Donc voilà, j'ai hâte de le voir fouler la pelouse de la Baie des Champs. Et je pense qu'il aura une belle ovation. Ouais, je pense il va avoir une belle Et, et juste pour finir sur l'option d'achat, j'ai vu que l'équipe l'avait tweeté que c'était ouais. 3 millions. Voilà. Ouais, on reviendra, enfin, je reviendrai dessus sur l'option d'achat. Juste, tu parlais de la ferveur publique, enfin, l'attachement que les supporters ont pour lui. En témoigne quand même le nombre d'images de lui dans les rues d'Auxerre qu'on a vu par des supporters sur Twitter cet après-midi. Enfin, j'avais l'impression qu'on était une énorme communauté comme, je sais pas, Marseille ou Paris où les mecs arrivent à choper des infos un peu, à choper des images un peu où ils peuvent. Là, t'avais l'impression que, à mon avis, il a croisé je ne sais combien de supporters qui lui ont déjà demandé des photos, etc. Cet après-midi. Dès que quelqu'un le croisait dans la rue, il y avait une vidéo, il y avait un truc. Enfin, c'est incroyable l'attachement des supporters pour lui. Kevin, je vois que t'as son maillot derrière toi. Ouais. Forcément, t'es heureux de ce retour. Alors, je t'avouerai que c'est pas mon maillot, parce que je pourrais pas rentrer dans cette taille-là. Ah oui, c'est très bien. Mais c'est celui de mon fils, en fait, je lui ai emprunté tout à l'heure. Et je lui disais tout à l'heure, tu as eu le nez creux parce qu'il y a 3 jours, il l'avait sur le dos. Il a le maillot de la saison dernière et de cette saison, mais il y a 3 jours, il est sorti de sa chambre avec le maillot de Massengo, voilà, comme ça, et je lui dis, tiens, t'as eu le nez creux. Donc, ouais, moi, c'est justement, mon fils en était fan, tu vois, il a 12 ans, et quand je lui ai dit ce matin, parce que j'ai zappé hier de lui dire qu'il était en train d'arriver, j'ai complètement zappé, donc il est parti se coucher, je lui avais même pas dit. Et ce matin, je lui dis, ouais, en fait, voilà, Massengo, il devrait revenir. Et il est parti au collège. Et ma femme, ce soir, me dit, en fait, il en a fait que d'en parler sur le chemin d'aller au collège. Donc, je pense que au-delà de ses performances il y a 2 ans, je crois que c'est ce qu'il est qui plaît. Et notamment chez les jeunes et chez les enfants. Enfin, moi, voilà, comme je dis, j'en ai 3, mais j'ai 2 grands qui jouent au foot. Ouais, Massengo, déjà, son style est vraiment. Enfin, c'est kiffant de le voir jouer, quoi. Le mec, tu vois, qui prend plaisir à jouer. Il... Enfin, voilà. Donc, et après, tu as le mec autour, comme disait Simon, il passe des photos. Tu sens il a quelque chose de différent, humainement en tout cas. Ouais. Tu sens que, voilà, moi, je suis un ancien maintenant, mais je me souviens d'un joueur. Il y a très longtemps. Je devais avoir l'âge de mon fils d'ailleurs. C'était Franck Verlat qui était comme ça. Et dans ma mémoire, avant de partir, au bout de 2 ans, il avait offert des sabots à Giroud avant de partir. Et Giroud, je crois, m'a dit que c'est un des seuls joueurs qui lui avait offert un cadeau en partant. Enfin voilà, donc tu as des joueurs comme ça qui sont humainement un petit peu différents, attachants, attachés à la ville aussi. Et je pense que le public auxerrois se trompe rarement, quoi, sur ces joueurs-là. Sur les joueurs qu'ils aiment, ils se trompent pas, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai que dans Massengo, on a l'impression qu'il prend vraiment la mesure de l'impact qu'il peut avoir autour de lui, d'autant plus dans une ville comme Auxerre qui vit foot, qui remplit un stade de 16 000 personnes tous les week, enfin, tous les 15 jours avec une ville de 30 000. On sent qu'il mesure un peu l'impact qu'il veut avoir, le bonheur qu'il peut transmettre, s'il peut transcrire par un sourire, par une photo. Et c'est vrai que il a cet amour pour la photographie qu'il transmet dans chacun de ses clubs. Mais enfin, ces photos devant le café des stades, etc., tout ce qui a été retranscrit par la GIA dans son annonce, c'est un truc en plus, c'est un truc très innovant. On n'a pas ça chez les joueurs de foot, une telle proximité. En fait, on a presque l'impression voilà, qu'il a une proximité infinie avec les supporters, enfin, je m'en rappelle toujours à la fin des matchs, etc. Jamais il rechigne pour une photo, jamais il rechigne pour une interview, voilà, d'ailleurs, propagande Massengo dans la baie des Briefs, hein, on va, on va démarrer la propagande, mais
Non, non, enfin, je suis sûr, voilà, je suis sûr que c'est le genre de mec qui serait chaud directement pour participer à ce genre de contenu, enfin, au-delà de la BD Brief, mais pour donner une interview, pour donner un sourire, donner une participation, montrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il aime le club, qu'il aime les supporters. Enfin, voilà, c'est vraiment un joueur humainement très, très fort, très puissant. On sent qu'il a beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses à montrer, à revendre et qu'il a vraiment pris la mesure de son poste, on va dire, de sa fonction. Au-delà du terrain, il a aussi enfin, un impact socioculturel, j'ai envie de dire, et il l'a vraiment mesuré. Pour parler un petit peu du terrain, c'est vrai que nous, forcément, on est trop content de le retrouver. C'est notre petit nounours, quoi, Massengo. Donc, forcément, on parle de l'aspect extra-sportif. Pour parler un petit peu du terrain, Julien, c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission tous les quatre. C'était un joueur voulu par le Racing, particulièrement par les supporters l'été dernier, cet hiver même. Est-ce que toi tu connais un petit peu le joueur, le profil? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, juste une petite aparté, parce que avant vous avez parlé de l'aspect socio-culturel. Moi, ça m'a fait beaucoup penser en fait à Gilbert, qui était venu au Racing, qui a fait 2 prêts et qui après a été acheté. Donc voilà, Et fou furieux, il a fait jamais 200 qui a points. failli venir chez nous cet été. Ouais, voilà, et c'est un joueur qui aussi, enfin, a fait qui aussi ne jouait pas en Angleterre, qui a fait des concessions financières et tout. Et je pense qu'en fait, on se rend pas assez compte de l'importance qu'a pour un joueur, un club qui peut relancer, qui a Mm. relancé. Mm. Gilbert, c'est ça, Gilbert, il joue avec les U23 d'Aston Villa. Il a fait tout, enfin, il a fait des pieds et des mains pour revenir au Racing. Là, quand il est revenu, je crois qu'il a divisé limite par 2 son salaire, des choses comme ça. Enfin, on se rend pas compte de l'importance qu'a un joueur pour la ville, pour le club, parce que Gilbert il a fait aussi passer des caps, comme Massengo l'a fait pour vous. Enfin, ce qu'il a fait pour le club, c'était énorme sur le terrain. Mais aussi à quel point, quand un joueur aime le club, voilà, ça se ressent aussi dans sa communication et tout. Moi, je rappelle là, quand Gilbert est parti en Italie, le poste qu'a fait sa femme par rapport à la ville de Strasbourg, le club, tout ce que ça a apporté, c'était hyper émouvant, quoi. Ouais. Donc, j'ai vu ce côté-là, enfin, tu as un joueur aussi qui, en plus de toutes les qualités qu'il a sur le terrain, enfin, qui est l'abattage qui part sur le terrain, le côté voilà, qui va être présent en défense, qui va être présent en attaque, hyper intelligent dans notre jeu, qui a une petite technicité quand même aussi. Enfin, c'est un joueur qui, honnêtement, fait pas tâche dans 3 quarts des milieux de terrain de Ligue 1. Enfin, euh, Juste, s'il rejoue comme il a été à Auxerre sur son Ouais. premier prêt, quoi. je sais que je crois savoir que la femme en question a pas mal pesé pour le choix, la destination finale Mm. Lecce. Ouais, non, mais Et je elle est pense, très importante. et je crois savoir aussi que Auxerre a été mis de côté, notamment pour l'aspect quitter Strasbourg pour aller à Auxerre, niveau Ouais. qualité de vie. Voilà. Ouais, ça c'est possible. Je Ça sais qu'elle s'entend, hein. voilà, Strasbourg, franchement, c'est une ville. elle avait aussi beaucoup poussé pour qu'il revienne à Strasbourg, elle aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, enfin c'était bon, comme dit, voilà, enfin il y a vraiment un amour de tous les côtés, de la part des Gilbert, quoi. Enfin, premier enfant, je crois aussi que leur enfant a passé quand même sa grande jeunesse tout à Strasbourg et tout, donc il y a vraiment ce côté-là où ils sont devenus amoureux de la ville et du club, quoi. Ouais, Ju- puis, ju- Juste, vas-y, Simon. j'ai une citation que je voulais vous partager, que j'ai retrouvée lors de la signature de Massengo, là, il y a 2 ans, où il parle d'Auxerre, et ça m'a fait sourire. Il dit ici, je pense qu'il y en a qui ont probablement 50 fois la même photo avec moi, et demain, ils seront là pour prendre la 51e. Mais c'est ça qui participe à faire la beauté de la JA. Tu sens qu'il y a toute une ville derrière. J'adore. Et je pense qu'il y a des joueurs qui sont dans l'humain, dans l'émotion. Lui en fait partie. Il y en a qui le sont un peu moins. Mais ça me fait penser un peu aussi au passage de Hein qui avait la ville dans la peau et le club dans la peau. Donc, Mm. on ne peut pas avoir que des joueurs comme ça, mais en avoir un ou deux par saison, c'est bien et je pense que ça va. Voilà. Moi, je suis vraiment content qu'il soit là. Donc, Ouais, Après, ouais, je pense que je pense que le staff, ça correspond parfaitement à ce qu'ils attendent aussi. C'est un staff qui a besoin. Moi, je connais très bien Olivier Lagarde, hein, puisque je connais depuis de nombreuses années maintenant, mais je sais que c'est un staff qui aime avoir un groupe solidaire et où ça vit bien. Voilà, moi, je vis maintenant sur Montauban, donc, enfin, du côté de Montauban, donc pas très loin de Toulouse, donc moi, forcément, j'ai vécu à Albi. ouais, donc voilà, moi, mes enfants jouent contre ces équipes-là, tu vois, donc je connais. Olive habite pas très loin de la maison quand il revient dans le sud-ouest, donc je sais
ils ont besoin d'avoir un groupe qui vit bien. Et il faut pas s'étonner des fois, je pense, qu'il y ait certains départs parce que, bah, à un moment donné, c'est comme dans tout club, Mhm. tu joues moins, tu es plutôt frustré et à un moment donné, bah, si tu veux que ton groupe vive bien et aille chercher des résultats, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et je pense que Massengo, il Mhm. arrive avec une humilité aussi. Je pense que c'est un style de joueur qui va pas arriver là pour se dire c'est moi le boss, je prends la place d'un tel, machin, bidule. Ouais, il est Voilà, il humble. va arriver et bah, il y en a déjà qui le connaissent, ceux qui le connaissent pas, je pense qu'ils vont apprendre facilement à l'apprécier. Donc, il va arriver cet été. Bah voilà, c'est 6 mois plus tard et il va faire partie de l'aventure du maintien et peut-être la saison prochaine. Donc, Et juste sur ce que tu dis, l'importance du groupe, c'est pour ça que j'ai jamais compris les supporters de la GIA qui souhaitaient au passé voir partir Dioussé, qui pour moi est un des éléments, si ce n'est l'élément plus important au niveau état d'esprit dans le vestiaire et dans le groupe. bah, Le mec joue jamais, il a toujours le sourire. Euh, il y a un post là sur Twitter que j'ai vu passer la semaine dernière. C'est à son initiative qu'après un entraînement, les joueurs ont été voir tous les supporters derrière la barricade pour leur souhaiter la bonne année. Donc en fait, c'est un mec comme ça, en fait, tu peux pas le laisser partir. Certes, il joue pas, certes, il a pas forcément le niveau pour te faire tes 30 matchs titulaires, mais il est important. À l'image d'un Quentin Bernard qu'on a pu avoir dans le passé. Mais c'est ce qui est dommage, c'est que les gens ne comprennent pas forcément le rôle que peuvent avoir certains joueurs. Au-delà de leur qualité footballistique, ils ont d'autres qualités qui permettent au groupe de réussir. Et ça, c'est un travail que les gens ne voient pas forcément. bah, je pense que globalement, euh, enfin voilà, moi je suis éducateur, je suis coach, donc la vie d'un groupe, et après ça dépend de ta vision aussi, hein, tout coach est différent, toute personne est différente, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi je sais que tu as des joueurs qui vont être moins performants, mais dont tu as besoin dans ton groupe, parce que ça va amener, ouais, des fois c'est peut-être des joueurs qui vont amener des compromis, c'est-à-dire un Mmh. joueur un peu plus tendu, qui va être effectivement, on disait frustré, on voit Ravé Lawson, je pense que et il doit être hyper frustré, on connaît un peu son caractère. Peut-être que Dioussé, il arrive à atténuer certaines choses. C'est un garçon qui a tout le temps la banane. Donc voilà, il peut avoir des mots et pour un coach, avoir des joueurs comme ça, c'est c'est du bonus, c'est un vrai bonheur, quoi. Alors après, bah, je peux comprendre des supporters qui se disent il n'a pas le niveau, machin, mais parce qu'ils voient une performance, en fait. Ils Mmh. voient juste l'aspect, le premier aspect visible. Et c'est vrai que quand nous, on est supporters, moi le premier, des fois je râle, mais putain, nan, mais on vit pas dans le groupe et ça se trouve, des fois on se dit l'équipe, ouais, Pellissier aurait peut-être dû faire ci ou ça. Mais ça se trouve, il a demandé ce que nous on dit. Mmh. Mais les joueurs derrière, ils sont peut-être pas en capacité de le faire, ils sont peut-être pas. Enfin voilà, puis tu as un adversaire qui veut te. Et oui, la vie du groupe, l'intérieur, elle est, ça fait partie d'une saison, en fait. Si tu veux gagner, tu es obligé d'avoir ces joueurs-là, tu es obligé d'avoir ça. Il faut que tu le prennes en compte. Tu ne peux pas avoir les meilleurs joueurs du monde. C'est encore moins au CR. Donc ouais, Diouf, c'est. Ouais, et puis c'est lui qui a fait venir Traoré, enfin, qui a fait le forcing. Voilà quoi. Ouais, bien sûr, toute personne a son importance dans un groupe, mais quand on connaît la personnalité de d'Hassan Dioufé, c'est vrai que je pense qu'il a encore plus d'importance, en tout cas pour la tenue du groupe, pour que celui-ci se porte bien et qu'il y a un bon esprit, un bon état d'esprit au sein du groupe. On sait, tu l'as dit, Kevin, que c'était une donnée très importante pour le staff en place. Et je pense que c'est des joueurs qui contribuent grandement à ce que le groupe vive aussi bien. Voilà, à l'initiative de ce qu'il a fait pour souhaiter la bonne année aux supporters, etc. Je pense que voilà, c'est quelqu'un. Et d'ailleurs, ça se sent en Coupe de France, vous me dites si je me trompe, mais il avait le brassard. Le brassard, il n'est pas confié à n'importe qui. Et je pense que c'est un joueur typiquement qui porte le brassard et que tout le monde respecte, respecte dans le groupe. Messieurs, que je vous pose une dernière question concernant le retour de Massengo et qu'on passe ensuite sur l'instant prono, je tiens à vous faire passer le message. Il y a Monsieur Sapiens qui tient à vous féliciter pour Kevin et Simon. Julien, je pense pas par la même occasion, de la qualité de l'émission, dit que c'est un vrai plaisir de vous écouter, que c'est passionné et pertinent. Voilà, voilà, donc je vous transmets ces félicitations.
Merci. Vous pourrez aller le remercier sur Twitter, Monsieur Sapiens, bien connu des réseaux sociaux. Ma dernière question, dans le chat, n'hésitez pas, c'est de l'autre côté, là, là, comme ça. N'hésitez pas à donner votre prono pour la réception de Lille. On perd pas les bonnes habitudes. L'instant prono pour la réception de Lille vendredi soir. En attendant, dernière petite question, messieurs, pour terminer et clôturer cette émission. Je ne sais pas lequel de vous deux voudra commencer, mais selon vous, quel va être l'impact de l'arrivée de Danoa Massengo sur la continuité de la progression de Kevin Danois et son temps de jeu, forcément. Kevin, Simon, je sais pas lequel de vous veut. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de frein, ça peut être complémentaire. Ça dépendra de l'état de forme de Owusu, ça dépendra de la présence encore ou non de Raveloson, de l'état de forme de Dioussé. Je pense que là, en ayant au milieu Dioussé, Massengo, Owusu, Danois, bon, hormis Danois qui est quand même un petit peu au-dessus, mais je trouve que sur les autres joueurs, les cartes sont un peu redistribuées parce que Owusu est moins bon. Il faudra attendre de voir comment va intégrer la prépa physique Massengo. Ouais, il y a plein de paramètres en fait, c'est compliqué, mais je pense que Danois sur nos milieux, c'est celui qui a le Ouais. petite tête d'avance en termes de régularité et de niveau. Maintenant, il peut très bien aussi avoir un petit coup de moins bien. Il est jeune, c'est sa première saison titulaire, faut pas l'oublier. Il a été lancé dans le grand bain un peu malgré lui, mais il s'en sort très bien. Mais il peut avoir des contre-performances, c'est pas interdit. Donc, non, je trouve que Massengo, il apportera sa pierre à l'édifice. Et puis, je pense qu'on peut tout à fait avoir un duo Massengo-Danois ou un duo Massengo-Wusu. Ou Dioussé peut aussi faire quelques minutes par match. Donc, ça donne une solution supplémentaire au coach, donc c'est positif. Il reste quand même pour moi l'énigme Raveloson. Est-ce qu'on va réussir à. Bon, c'est méchant de dire comme ça, mais est-ce qu'on va réussir à s'en débarrasser euh, ou non par rapport aux dernières nouvelles que moi j'ai, je sais que sa femme avait dit que Raveloson n'était pas bien et qu'il voulait partir. Ça date après le match de Dunkerque. J'ai vu des échos de son entourage. Le problème, c'est qu'a priori, il y a peu de clubs intéressés par lui. Ce qui est sorti dans la presse, la MLS, là, c'est un coup de ses agents. En réalité, c'est loin d'être vrai. Je pense qu'il a un salaire sympa au CER. Donc voilà, il faudra voir si un club arrive à sortir un peu de sous pour nous l'acheter, parce qu'il a prolongé l'année dernière, donc en théorie, on est censé avoir une indemnité. Mais non, Massengo, il aura son mot à dire, et je pense que pour la concurrence et la vie saine du groupe, c'est top. Selon toi, Kevin, pareil, le Et, et- duo. Vas-y, Simon, vas-y. et juste parce que tu l'as pas demandé, c'est peut-être une question qui est réduite parce qu'on a été trop long sur certains sujets. Mais sur le match de Strasbourg, je retiendrai le parquage de la GIA. Ouais. Euh, j'ai fait plusieurs parquages là, ces dernières années et honnêtement, c'est un des parquages qui a été le plus sympa, avec une grosse ambiance en première mi-temps, beaucoup de chants. Le fait que les Ultras Strasbourg ne chantent pas a facilité aussi le fait de se faire entendre. Mais franchement, il y avait une belle ambiance. Et même à la fin du match, avec la défaite, on a continué à chanter. Donc voilà, ça, c'est le gros point positif que je voulais retenir, qui me tenait à cœur, parce qu'il y a encore eu une animation top de nos Ultras. Et il faut aussi les remercier. Ils font partie de l'ambiance et de notre belle série à domicile. Ouais, c'est vrai, t'as bien fait, Simon, de mentionner ton top. C'est vrai que j'ai squeezé le top flop pour cette émission. Je voulais qu'on Pas s'attarde un grave. petit peu plus sur l'arrivée et le retour de d'Annoa Massengo. Je voulais te demander, Kevin, avant de passer à l'instant chrono et de terminer cette belle émission, est-ce que selon toi, comme Simon dans le chat aussi, le milieu danois Massengo, ça peut être complémentaire? Est-ce que selon toi, est-ce que pourquoi pas on pourrait voir un milieu à 3? Qu'est-ce qui va se passer selon toi avec cette arrivée de Massengo? Même si, bien sûr, comme Simon l'a dit, il y a énormément de paramètres à prendre en compte.
Ce qui va se passer, c'est compliqué à dire, forcément. On n'est pas dans la tête du coach. Je pense que Massengo et Danois, ça a des profils assez identiques dans les qualités. Euh, c'est assez complémentaire de Wuzu, mais j'ai tendance à dire souvent que les choses se font naturellement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des blessés, j'espère pas trop grave, mais on a toujours des petits bobos, Mm. des suspendus. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas changer de schéma avec un Massengo légèrement plus haut et des fois un Perrin un tout petit peu décalé de temps en temps il y a des tas de choses après avoir aussi, comme disait Simon, bon bah voilà, on parle de Raveloson, ouais, je pense que ça serait bien qu'il parte autant pour lui que pour le club, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi une ou deux autres arrivées qui vont modifier des petites choses Moi, je pense que ça va pas freiner la progression de Danois, mais je pense que c'est surtout que nous, on s'assure d'avoir trois milieux de terrain euh, compétitifs et que quand il y en a un qui est blessé ou en moins bonne forme, on a le mec pour remplacer. Mais je pense pas que ça. Et je pense qu'au contraire, pour Danois, le faire souffler de temps en temps, c'est Ouais, un jeune joueur. On voit ce qui se passe avec les jeunes joueurs qui débutent tôt, qui se blessent très vite et gravement. ouais. Et je pense que ça serait pas une mauvaise idée de, voilà, un petit turnover. Il va jouer parce qu'il est hyper performant. Mm. Mais je pense qu'il faut aussi, c'est un aspect, je pense, du staff et qu'il faut aussi préserver certains joueurs qui ont beaucoup joué sur ce début de saison. Danois n'était pas prévu. Ouais, Il faut ouais. se dire qu'au début de saison, c'était Raveloson. Donc, c'est un joueur qui fait une saison pleine. Allons pas le griller non plus, quoi. Il Mm. faudrait pas qu'il se pète gravement. Donc, je pense que ça va se faire naturellement et que ça va aller très, très bien pour les trois. Ça va bien tourner, je pense. Moi, je le vois comme ça, en fait. Ouais, même sur l'aspect positif du recrutement de Massengo pour Danois, au-delà de son temps de jeu, progresser avec un mec comme Massengo à ses côtés, s'entraîner tous les jours. On l'a dit, hein, la personnalité d'Anoa Massengo, je pense que c'est un mec qui est pas avare de conseils, etc. avec les plus jeunes. Voilà, il a quand même une expérience. C'est un mec, Massengo, malgré qu'il était très très jeune, il a joué la Ligue des Champions, etc. Il a une belle expérience en Première Ligue, il a joué quelques matchs en Championship. Donc voilà, même en Ligue 1, il a une belle expérience. C'est un mec qui pourra donner des conseils à Danois pour lui permettre de progresser. Donc voilà, c'est vrai qu'on est très très content, très heureux de pouvoir faire cette émission. Le recrutement a été annoncé officiellement aujourd'hui en plus, donc ça tombe bien. Et on va pouvoir parler du finir sur l'instant prono brièvement, que chacun donne son prono pour la réception de Lille vendredi soir. Sûrement peut-être la première apparition de Danoa Massengo dans le groupe. Ça fera peut-être un poil court, je sais pas, en fonction de comme il est prêt, mais a priori ça devrait plutôt le faire. Je sais pas lequel de vous veut commencer, messieurs, si vous voulez, je peux commencer. Sur le prono pour la réception de Lille, ça va être un match très très difficile forcément contre une belle équipe qui joue à la Ligue des Champions. Une victoire 1-0, ouais, une victoire 1-0, ce serait un très très bon résultat. Pourquoi pas? On sait jamais, on sait qu'on est très solide à domicile. Messieurs, lequel de vous veut démarrer? Je sais pas si vous voyez un résultat aussi bon que le mien. Ok, personne ne veut se lancer. Si vous voulez, en externe, je peux donner mon Vas-y, petit avis externe. vas-y Julien, donne ton avis externe. Moi, je viens juste de voir que Lille joue 4 jours après Marseille en coupe. Ouais, Et puis après, voir comment eux aussi ils mettent en avant la Coupe de France. Puis peut-être il y a quelque chose à tenter du côté d'Auxerre. Avec Massago qui arrive, peut-être il y aura un engouement en plus, je ne sais quoi. Peut-être aller chercher un nul. Je dis pas parce que Lille, ça reste quand même une très bonne équipe ouais. qui a un peu de mal ces derniers temps, qui fait un match nul contre Nantes, qui gagne 1-0 seulement contre Rouen, un partout contre Marseille. Voilà, 2-2 contre Montpellier en décembre. Je dis peut-être qu'il y a quand même quelque chose à tenter du côté d'Auxerre. Enfin, du moins, je vous l'espère. Mais voilà, je me dis peut-être qu'il y a, voilà, avec l'arrivée d'un joueur comme Masego, ça peut quand même jouer gros, aussi juste sur le mental. Donc peut-être qu'avec un peu plus d'envie, enfin, avec un peu plus d'envie, avec de l'envie comme ça peut amener, quoi. Et qui sait, peut-être qu'il va déjà vous faire un match exceptionnel et que ça va faire quelque chose, quoi. Mais non, je vais être optimiste pour vous. Je vais vous prévoir un petit 1-1, on va dire. Allez, on va suivre un peu la tendance qu'a Lille avec les petits matchs nuls comme ça. Ouais, un serait déjà un très bon résultat. Et d'ailleurs, on se rappelle, je crois que la première apparition de Massengo il y a 2 ans, c'était contre Monaco. Vous me dites si je me trompe, mais C'est ça. je crois que C'est ça, c'était c'est contre ça. Monaco à Monaco où il revient un peu sur Ouais, c'est ses ça. terres et il avait déjà été impressionnant à ce moment-là.
On le connaissait pas très bien, il manquait de temps de jeu, mais il avait déjà été très très bon et pourtant en manque de rythme. Simon, Kevin, je sais pas lequel de vous veut donner son prono, n'hésitez pas dans le chat, je vois que vous êtes encore nombreux à suivre l'émission. N'hésitez pas à me donner votre prono pour le match. On suivra le classement de l'instant prono qui n'a pas bougé puisque j'avais pas fait d'émission pour le match de Dunkerque. Simon, si tu veux y Ouais. aller, et puis on finira Ouais. avec Kevin juste après. Alors effectivement, ça dépendra aussi de l'équipe que mettra Lille. Effectivement, il rejoue le mardi contre Marseille et il rejoue le vendredi en championnat. Donc ils enchaînent pas mal euh, avec la Ligue des Champions aussi qui va revenir bientôt. J'ai vu qu'ils ont Pardo là qui s'est blessé ce Ouais. week-end, qui a eu les croisés, qui est un de leurs meilleurs offensifs, virevoltant. Pour moi, c'est nul aussi. Un peu le même physionomie de match que contre Lens, où on tient un match nul un petit peu à l'arraché, malgré une faible possession de balle, mais je dirais 2-2, moi. De deux, moi je signe, hein. Moi je signe direct, hein. Kevin, pour finir, match nul, victoire. Moi, je suis hyper superstitieux, donc je donne toujours des trucs un peu pourris pour pas nous porter la guigne, mais je crois que Zegrova, il est pas encore revenu de blessure non plus. Ah non, il est parvenu. Voilà. Donc, ouais, moi, je serais parti sur un 2-2 comme ça au nez, mais un 2-2, mais je pense que si on a le même engouement qu'on a habituellement à domicile et avec un énorme public comme on peut avoir aussi habituellement, ouais, peut-être un petit but dans les dernières minutes qui peuvent faire chavirer tout le stade. Et je crois que si ça venait de Massengo, je crois que le bonheur serait complet pour tout le monde. Mais on s'en fout. Même un but contre son camp, je le prends. Un but Juste, n'importe. juste pour compléter sur Zegrova, parce que je viens de voir l'info, il sera absent jusqu'à la fin du mois. Donc il sera pas Voilà. là contre nous. Et Donc donc après, ils n'auront pas Thiago Santos, Angel Gomez, Pardo et a priori Haraldson. Donc ça fait quand même pas mal. Ok, ouais. ouais, après, ça serait prendre un risque aussi peut-être de mettre David pour ce match-là, sachant qu'il joue Marseille après. Bah, Alors, le problème, c'est que Bayo est sur le départ, donc ils ont quand même peu de solutions, Lille devant. c'est ça. Donc après, voilà. Après, bon, de toute façon. Moi, je reste dubitatif sur le même quand l'équipe est affaiblie, parce que des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Les mecs qui Mm. rentrent, ils peuvent avoir plus de niaque que le mec qui est toujours titulaire. Donc, ok, ça affaiblit, mais voilà, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ouais, un match nul avec un but, allez, en croisant les doigts, but dans les dernières minutes, et ça peut faire un truc comme ça, quoi. Un match nul ou une petite victoire à la fin, quoi. Ouais, un match nul, ce serait déjà un très très bon résultat. Messieurs, je crois on en a terminé pour cette très belle émission. Une émission un peu plus longue que les dernières. En même temps, il y avait beaucoup de choses à dire avec cette arrivée de Massengo. Et c'est vrai que c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous trois. Simon, Kevin, on sera amené à se retrouver plus vite que Julien. Mais Julien, pour le match retour, si tu es dispo, c'est avec plaisir que je te recevrai une nouvelle fois, qu'on te recevra dans l'émission. Merci à vous trois, messieurs. Merci également aux nombreux viewers qui étaient avec nous ce soir. Votre participation dans le chat est toujours très appréciée. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. On se retrouve lundi prochain, sûrement pour le débrief du match de Lille. Oui, de Lille. Espérons que nos pronos soient respectés. Un match nul, ce serait déjà une très très bonne chose. Une victoire encore plus. Messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À vous tous les viewers, encore une bonne année, meilleurs vœux, et puis passez une bonne semaine. Bon courage à tous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, allez la GIA. Et puis l'émission, retrouvez-moi sur Twitter, l'émission sera retrouvée dès demain sur les plateformes. Merci à tous et puis bonne fin de soirée. Ouais, bonne Bonne soirée. fin de soirée, à bientôt.